il y a des indicateurs qu'on appelle l'empreinte écologique et la biocapacité. Quand on regarde le calcul de ces indicateurs, on voit que la courbe rouge, la mauvaise, les impacts, a dépassé la courbe verte en moyenne mondiale, hein, dépassé la courbe verte, la limite, depuis une bonne cinquantaine d'années, depuis 70-71. Et depuis ce moment-là, nous vivons dans ce qu'on appelle dans une situation de dépassement écologique planétaire. On ne peut pas continuer à consommer plus que la nature ne peut renouveler. Et donc, à mesure que les systèmes naturels commencent à se dérégler, ou en tout cas à se déliter, se dégrader, de façon des fois irréversible, parce que dans tout système, il y a un point d'irréversibilité. On peut, si on inflige plutôt, une pression sur un système, au début, le système, il va encaisser la pression, il va se contorsionner, se déformer, se réorganiser éventuellement. Si vraiment ça devient trop fort, il a des marges également de sacrifice, il peut sacrifier certaines choses, mais tout en continuant à exister, passer en mode dégradé. Mais si on continue, il y a des points de rupture, au-delà desquels, à un moment, pouf, c'est fini, le système il casse. Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle. On aura moins d'énergie et moins de matières premières, donc moins de moyens. Et ça, il faut bien comprendre que je ne suis pas en train de parler d'une petite crise passagère. De la même manière qu'il y a pu y avoir des chocs pétroliers. Bon, c'est compliqué, et puis une petite guerre, et c'est reparti, quoi. Et là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça du tout. Là, on est sur le point de basculer de l'ère du toujours plus à l'ère du toujours moins. On a toujours eu, sauf les guerres et les grandes crises, mais on a toujours eu en tendance lourde, surtout depuis la révolution industrielle et encore plus depuis les 30 Glorieuses, on a toujours eu plus d'énergie et de matière. Bon, là on a encore quelques années de ça, et probablement dans le courant des années 30, et si on a de la chance, entre guillemets, ça attendra les années 40, mais pas au-delà, on va avoir moins pour toujours. Arthur Keller, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à Crépuscule. Merci. Alors Arthur Keller, vous êtes spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience collective. Concrètement, ça veut dire que vous conseillez, vous enseignez d'une part et vous conseillez des acteurs publics sur les vulnérabilités de nos sociétés face aux crises écologiques en cours et à venir. Pas que public, mais oui. Alors, on parlera d'ailleurs des fameux points de bascule, ça fera partie des sujets évoqués, et on pourrait dire que vous appelez une rupture radicale avec notre civilisation thermo-industrielle. On va revenir aussi sur ce terme. Je vous vois déjà hocher de la tête, mais on va revenir. Pas complètement, mais ok. Et donc ça passe notamment par le développement de nouveaux imaginaires. C'est ça qui m'intéresse sans doute le plus dans votre travail. Pour commencer, ça vous semblait peut-être un peu bizarre parce que c'est pas directement en lien avec vos travaux. Je voulais vous faire rebondir sur l'actualité. On assiste depuis quelques semaines au mouvement Bloquons tout, dont c'est le 3e acte aujourd'hui. Je me demandais comment vous analysez ces manifestations au regard de vos travaux. Je vous pose cette question parce que ce mouvement s'inscrit dans celui des Gilets jaunes. Il y a pas mal on y renvoie assez souvent, et on sait que le mouvement des Gilets jaunes, était parti d'une taxation sur le carburant. Est-ce que Bloquons-nous, ça s'inscrit dans les symptômes ou les prémices de cette grande descente énergétique et matérielle que vous évoquez? Je tire un peu déjà, les Gilets jaunes, pour moi, c'est pas parti d'une taxe sur le carburant. C'est parti d'un mauvais projet de taxe sur le carburant. Si ce projet avait été bon, avec des compensations, des possibilités offertes, avec le développement d'alternatives, avec tout ce qui permet de basculer vers d'autres modèles, peut-être que ça... Et puis, évidemment, de prendre en compte la dimension sociale des choses, peut-être que ça aurait été un petit peu plus facile et que ça n'aurait pas enclenché ce que ça a enclenché. Et je pense aussi, par ailleurs, que les Gilets jaunes, c'était beaucoup plus que ça, et que ça a été une goutte d'eau, ça aurait pu être une autre, qui a fait déborder un vase. Bon, alors après, dans la filiation vers Bloquons tout, je vais surtout vous dire que, pour moi, c'est important pour la société française, mais on verra bien où ça va, et je n'ai pas l'analyse suffisamment fine pour me permettre de donner un avis sur le sujet. Je vois ça d'assez loin, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, hein, mais je décrypte ça d'assez loin, je lis les analyses d'autres personnes qui connaissent mieux le sujet, et je préfère pas trop, alors c'est peut-être pas très intéressant, mais en même temps ça me permet de dire que c'est important, je trouve aussi, ça serait bien de le voir plus souvent, que des invités, et notamment des experts, ne répondent pas à certaines questions, voilà, et arrêtent de se faire passer pour des tautologues, et que voilà, on a un champ d'expertise. Après, on peut avoir un avis sur d'autres sujets, bien évidemment. Donc moi, c'est hors de mon champ d'expertise, et c'est hors de mon champ d'opinion aussi, parce que je n'ai pas suffisamment suivi ça de près pour avoir une opinion ciselée. Est-ce que ça rentre dans mon champ, mes considérations, la descente énergétique et matérielle, dont on va peut-être un peu parler, parce que les gens ne comprennent pas forcément comme ça spontanément ce que ça veut dire s'ils ne me connaissent pas. Mais il y a peut-être des liens. Disons que pour l'instant, une fois de plus, on verra bien où ça va. Pour l'instant, c'est un soubresaut.
J'ai pas dit que je dénigre pas, hein, je suis pas en train de relativiser, de dire que c'est tout petit. Sauf que moi, je parle de choses qui sont vraiment planétaires et civilisationnelles, et de ce point de vue-là, ça reste un remous sur la rivière pour l'instant. On est loin d'un changement, d'une bascule paradigmatique, d'un changement de système, alors que moi, je travaille plutôt sur ces choses-là. Donc, c'est en tout cas, intéressant à suivre, voir ce que ça devient, et voir éventuellement si ça change des choses. Et voilà. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on a un système qui, à plein d'égards, est déconnant. Je ne vais pas faire une critique de toutes les dimensions de ce système, ça n'aurait pas de sens. Mais on peut au moins dire que, ouais, il y a plein de gens qui soit souffrent, soit sont pas contents, soit sont très critiques de certaines façons de faire, etc., de certains verrouillages aussi. Mais le fait est que, de mon point de vue en tout cas, et si on ramène sur mes sujets qu'on développera après, ouais, ce modèle et le régime, pas qu'en France, mais même ailleurs, le monde politique et le modèle économique, tout ça, ça nous emmène dans un mur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques brins de choses positives à en tirer, mais globalement, c'est pas durable, hein, c'est pas tenable. À côté de ça, nous avons une constellation avec des points communs, mais c'est pas forcément uniforme, une constellation de gens qui en ont marre de ce système et qui se disent plus ou moins anti-système et qui veulent renverser ou le système, en tout cas le changer en profondeur, etc. Bon, alors, si on vient de comprendre ce que j'ai dit au départ, ce système va nous emmener dans le mur, on pourrait se dire, ah bah du coup c'est forcément mieux d'en changer. Mais pas forcément. Ça dépend de ce qu'on propose. Et malheureusement aujourd'hui, je dis pas que ça pour le bloc tout, hein. Attention, hein, je dis juste une considération générale. S'opposer au système, oui, mais proposer quoi? S'opposer, proposer. Et le truc, c'est que moi je vois beaucoup d'alternatives, alors surtout les alternatives de droite, voire droite, ben non, ça va pas être des bonnes alternatives, ça va être encore plus casse-gueule. Puisqu'on tourne le dos à la science volontiers, puisqu'on tourne le dos à l'écologie, donc on va continuer à détruire les conditions même de notre habitabilité, de l'habitabilité de notre planète, etc. Et ça va être encore pire. Donc là, je coupe, on pourrait faire référence à la sortie de Donald Trump là, sur le réchauffement climatique il y a 10 jours. Je suppose que c'est ça que vous pensiez, par exemple. Non, je ne pensais pas spécifiquement à ça, mais oui, effectivement, oui, ça rentre dedans. Bon, enfin bref. Donc de toute façon, c'est pas typiquement la mouvance MAGA, le Trumpisme qui en a découlé. On est bien dans un propos qui vise à changer le système, et dans un certain nombre de dimensions, il le fait. Hein, très concrètement, il y a des changements profonds. La plupart de ces changements, c'est vers le pire et pas vers le meilleur. 2, on ne change pas, malgré tout ce qu'on peut dire, les fondamentaux problématiques du système. C'est-à-dire, on y reviendra peut-être là encore, mais les fondamentaux problématiques de ce système, c'est qu'il est productiviste, capitaliste, néolibéral, d'accumulation sans limite. C'est-à-dire la forme probablement la pire qu'on peut imaginer du capitalisme. Mais c'est pas juste le capitalisme le problème, c'est productiviste, capitaliste, consumériste, matérialiste, croissanciste, naturaliste au sens anthropologique du terme, comme Philippe Descola, c'est-à-dire la vision naturaliste du monde, c'est la séparation homme-nature. C'est un gros problème. Techniciste aussi, l'obsession technique, etc. Toutes ces choses-là font qu'on a nécessairement un système qui exploite les ressources humaines d'ailleurs comme naturelles, et on extrait, on industrialise, on extrait, on détruit, on transforme, on artificialise, on pollue. Et c'est tout ça qui pose problème. Voilà. C'est l'ensemble de tout ça. Et peut-être encore d'autres choses que j'oublie sans doute. Bon, mais ça, je suis désolé, mais il n'y a quasiment rien de ce que je viens de dire qui est remis en question par le Trumpisme. Bonjour à tous. On vous interrompt quelques secondes pour vous inciter à vous abonner, à aimer et à partager notre contenu. Depuis le lancement de Crépuscule, c'est toute une équipe qui s'évertue à faire venir des invités de qualité, à vous proposer des analyses approfondies et plus encore de créer un espace de pensée et de réflexion à une époque qui l'exige plus que jamais. Tout ça a un coût, alors si vous appréciez notre contenu, soutenez-nous et faites passer le mot. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien dans le descriptif de chaque vidéo. Voilà, c'est la fin de la réclame, merci à tous pour votre soutien et bonne émission. Alors, continuons là-dessus, allons-y directement, parce que j'allais vous dire, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par cette grande descente énergétique et matérielle, pourquoi ce système-là est voué à se casser la gueule, pour parler de manière assez globale. Okay. Alors déjà, je vais dire que, même si vous me laissez un temps de parole oui, je vous en prie, tout à fait vous correct. Avez tout le temps. Oui, donc justement, je ne l'ai pas entièrement, et je ne vais pas faire une conférence. C'est juste pour dire, je ne vais pas développer tout ce qu'il faudrait développer. Parce qu'en fait, cette grande descente énergétique et matérielle, c'est quelque chose qui arrive dans mes conférences après souvent plus d'1 heure de démonstration de plein d'autres choses. Et ça vient après.
Donc là, ça va être un peu quand Ouais, même, bien sûr. voilà, un peu abrupt. Mais disons que on a un système qui est ce que je viens grosso modo de décrire, et ce système, il se traduit par quoi? Eh bien, il se traduit par le fait que nous avons la pression exercée par les activités humaines, les pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre, c'est-à-dire la Terre, on va dire, la partie où on habite, en tout cas. On s'en fout du noyau qui est en fusion, une métal en fusion, c'est vraiment ce qui est à l'extérieur. Bon bref, les pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre dépassent la capacité de ce système à encaisser les pressions. Donc la contrainte, la force, les dégradations qu'on inflige sont supérieures à la limite de durabilité. On peut appeler ça aussi la capacité de charge de la planète. Bon, ben voilà, et donc ce n'est pas durable. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ce qui se passe, c'est qu'il faut imaginer, je montre ça dans mes conférences, et je renvoie les gens, s'ils le veulent, aux conférences en question ou à mes cours en ligne. Il y a des indicateurs qu'on appelle l'empreinte écologique et la biocapacité, qui sont calculés par le Global Footprint Network, qui ont fait un super boulot sur le sujet, même si je pense qu'il y a beaucoup de débats à avoir sur les modes de calcul de ces indicateurs. Moi-même, je trouve qu'il y a des trucs ils sont trop carbocentrés, ils sont aussi anthropocentrés, toujours axés sur la biocapacité, qui est la capacité bioproductive, avec une notion de production de choses utiles pour les hommes. Bon, il y a des choses qui me déplaisent, mais malgré tous ces trucs, ça reste un excellent travail, et les meilleurs indicateurs dont on dispose aujourd'hui pour évaluer ce que je disais avant, c'est-à-dire l'impact d'un côté des activités humaines sur le système Terre, de l'autre côté, la limite à pas dépasser. Bon, bah, quand on regarde le calcul de ces indicateurs, on voit que la courbe rouge, la mauvaise, les impacts, a dépassé la courbe verte en moyenne mondiale, hein, a dépassé la courbe verte, la limite, depuis une bonne cinquantaine d'années, depuis 70-71. Et depuis ce moment-là, nous vivons dans ce qu'on appelle dans une situation de dépassement écologique planétaire. Donc on vit au-delà des moyens physiques et géophysiques ou biophysiques et écologiques de notre planète. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va pas durer comme ça. On ne peut pas continuer à consommer plus que la nature ne peut renouveler. Et donc, à mesure que les systèmes naturels commencent à se dérégler, ou en tout cas à se déliter, se dégrader, de façon des fois irréversible, parce que dans tout système, il y a un point d'irréversibilité. On peut, si on inflige plutôt, pardon, une pression sur un système, bon ben, au début, le système, il va encaisser la pression, il va se contorsionner, se déformer, se réorganiser éventuellement. Si vraiment ça devient trop fort, ben, il y a des marges également de sacrifice. Il peut sacrifier certaines choses, mais tout en continuant à exister, passer en mode dégradé. Mais si on continue, il y a des points de rupture, au-delà desquels, à un moment, pouf, c'est fini, le système il casse. Donc, par exemple, pour illustrer une forêt qu'on déforeste en permanence, ça peut être ça, prendre un exemple très concret. Par exemple. Et tout l'écosystème qui va avec, du coup. Il y a une vidéo, je sais pas pourquoi c'est celle-là qui me vient là, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres choses, mais là, elle me vient comme ça, donc les gens peuvent aller la voir. C'est une vidéo qui doit faire 4-5 minutes, qui est une vidéo de la NASA, si je ne me trompe pas. Vous la trouverez, alors par contre c'est en anglais, hein, désolé, mais je pense qu'il doit y avoir le sous-titrage automatique, traduction en français possible. En tout cas, c'est une vidéo qui s'appelle Network Earth. La Terre vue comme un système. Et en fait, dans cette vidéo, ils expliquent bien ça. Ils expliquent bien de nouveaux outils de modélisation des écosystèmes, que sur des écosystèmes, imaginez, il y a plein d'espèces qui interagissent. Voilà, ils ont modélisé des écosystèmes avec toutes les interactions entre les différentes espèces, etc. Et puis, imaginons, ben, on retire une espèce. Voilà. Elle a disparu. Elle s'est éteinte. Je sais pas quoi. Pouf. Le système se réorganise, se reconfigure. On enlève une autre, clac. Et puis des fois, il y a des petites reconfigurations. On enlève une espèce et puis que ça bouge à peine. Des fois, tout le système se réorganise complètement. Mais il se réorganise. Et il continue de vivre. Mais à mesure qu'on en retire, il s'affaiblit considérablement. Il s'uniformise. Il devient donc, il y a moins de diversité, donc moins de résistance. Enfin, s'il y a moins d'espèces, s'il y en a une qui est sensible à un parasite ou une maladie ou un type de pression, ben, c'est beaucoup plus de l'écosystème qui va être impacté simultanément. Bon bref, il montre bien qu'il y a un moment, toujours dans tous les écosystèmes, où il y a l'espèce en trop, et si tu l'enlèves, et c'est pas forcément une espèce clé, hein, il peut y avoir, il y a des espèces clés de voûte, on appelle ça, mais même sans parler de ça, c'est juste que tu peux dégrader un système que jusqu'à un certain point, t'enlèves celle de trop et c'est fini, là c'est un effondrement. Et pour les sols, ben, ça peut le faire, c'est-à-dire qu'effectivement, un sol qui se salinise par exemple, ben, c'est très difficile à refaire vivre, hein. Derrière c'est la désertification, quoi. Voilà, il y a des effets de seuil. Bon, donc pourquoi je disais tout ça? Parce que nous avons une courbe rouge, je disais, qui est au-dessus de la courbe verte, mais elle n'y restera pas, parce qu'on ne peut pas durablement tirer de la Terre plus que ce qu'elle est capable de donner. Et donc la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. Or, il se trouve que
il se trouve que la courbe verte décline. Et ça, c'est l'autre conséquence, c'est que quand, effectivement, on inflige au système plus que ce qu'il ne peut supporter, eh ben forcément, sa biocapacité elle-même décline. J'explique. Il faut imaginer les choses comme un flux, entre guillemets. En tout cas, il y a un amont, les sociétés humaines, puis un aval. Et quand je dis que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte, ça peut se comprendre de la manière suivante. En amont, on extrait des ressources de la nature. Ensuite, on les transforme avec de l'énergie qu'il a fallu produire en biens, en services, en nourriture, en infrastructure, etc. Ce sont les sociétés humaines et les activités humaines. Et au passage, on transforme et on détruit une partie de la nature. Et en aval, on génère des déchets et des pollutions. Et quand la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte, elle l'est en amont, au milieu et en aval, ça donne quoi? Eh bien, en amont, ça dit que pour les ressources renouvelables issues de la biosphère, eh bien là, pas pour tout et pas partout, mais de plus en plus, on commence à exploiter les ressources, à les extraire plus vite que leur taux de renouvellement. Donc elles ont beau être renouvelables, ben, ce n'est pas durable si on les extrait trop vite. Et pour les ressources non renouvelables, issues de la lithosphère, la couche externe du manteau terrestre, là, on va tirer des ressources, on épuise des stocks, et on le fait plus vite que notre capacité à trouver des substituts renouvelables. Donc c'est pas durable non plus. Ensuite, je vous dis que les sociétés et les activités humaines vont transformer et artificialiser et détruire une partie de la nature. Bon ben, on transforme plus vite que la capacité d'adaptation de la nature et on détruit plus vite que la capacité d'autoréparation de la nature. Donc ça, la courbe rouge aussi est au-dessus de la courbe verte. Et c'est le cas aussi donc en aval, puisqu'on émet des déchets et des pollutions plus vite que la capacité d'auto-épuration de la nature. Donc la capacité de la nature à réintégrer ce qu'on y jette dans des cycles naturels, etc. C'est ça le problème. Donc, à partir du moment, une fois de plus, où on a ce problème en amont, en aval, et que ce n'est pas durable, tout simplement, eh bien, la courbe rouge ne peut pas rester au-dessus de la courbe verte. À partir de là, la courbe verte décline parce qu'on agresse la planète. Et la courbe rouge va elle-même repasser probablement dans les 20, 30, peut-être 40 prochaines années sous la courbe verte. Les deux courbes vont décliner. C'est pour ça que je dis que nous allons avoir une descente énergétique et matérielle dans notre capacité à extraire des choses, et notamment des matières premières et de l'énergie. Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle. On aura moins d'énergie et moins de matières premières, donc moins de moyens. Et ça, il faut bien comprendre que je ne suis pas en train de parler d'une petite crise passagère. De la même manière qu'il y a pu y avoir des chocs pétroliers. Bon, là c'est compliqué, et puis une petite guerre et c'est reparti, quoi. Et là c'est pas ça. Là c'est pas ça du tout. Là, on est sur le point de basculer de l'ère du toujours plus à l'ère du toujours moins. On a toujours eu, sauf les guerres et les grandes crises, mais on a toujours eu en tendance lourde, surtout depuis la révolution industrielle et encore plus depuis les 30 Glorieuses, on a toujours eu plus d'énergie et de matière. Bon, là on a encore quelques années de ça, et probablement dans le courant des années 30, et si on a de la chance, entre guillemets, ça attendra les années 40, mais pas au-delà, on va avoir moins pour toujours. Voilà, et c'est pour ça que je parle de cette descente énergétique et matérielle, qui est un changement en elle-même paradigmatique. Alors, justement, ça me permet de... Parce que vous évoquez ces prédictions sur 2030, 2040, elles sont produites par un ensemble de paramétrages, on va dire, du vivant. C'est pour ça que vous appelez le système Terre qui est énormément repris par les collapsologues. Alors, vous, justement, vous ne vous considérez pas comme collapsologue, on pourra revenir sur cette distinction. J'aimerais qu'on s'attarde là-dessus parce que c'est la discipline, on va dire, on peut l'appeler autrement, dont vous revendiquez, qui est la systémique. Ça vient de la cybernétique. Je vais peut-être expliquer la cybernétique en un mot ce que c'est. Donc, c'est une science interdisciplinaire qui a été développée dans les années 40-60 par Norbert Wiener et qui étudie les mécanismes de communication et de régulation en faisant le pont entre le fonctionnement des machines et celui des êtres vivants. Je fais très simplement, je résume simplement. On sait Il y a plein de choses, hein, c'est un peu fouillis, mais c'est l'essentiel. Ouais. Pourquoi je vous interpelle pas là-dessus? On dirait que j'interroge un politique. Je fais référence à ce point-là parce que le rapport Meadows, donc de 1972, du Club de Rome, puise énormément, on va dire, dans cette approche cybernétique et modélise justement, par rapport à tous ces paramètres on va dire, du vivant, des scénarios qui arrivent très souvent au scénario justement d'effondrement. Encore une fois, là, il faudrait préciser ce qu'est effondrement. Oui. Et parmi ces paramètres, j'avais noté population, industrialisation, pollution, production alimentaire, épuisement des ressources. La question que je me posais, c'est est-ce que vous pourriez déjà nous parler de cette systémique dont vous revendiquez et c'est un peu pas le problème que j'ai avec la collapsologie, mais est-ce que cette modélisation elle permet réellement de paramétrer notre planète et les différents scénarios d'évolution? Est-ce qu'il n'y a pas une hubris un peu, vous voyez, scientifique de dire on va appréhender le vivant et du coup, par tous les paramétrages, on va savoir exactement ce qui va se passer? Ok, ça c'est une critique qui est régulièrement par certaines personnes adressée à la systémique.
En mode, oui, bon, d'accord, oui, la systémique, c'est pas mal, c'est bien gentil, mais enfin, s'il faut attendre d'avoir tout modélisé pour pouvoir décider des choses, on n'est pas rendu. Quand bien même Et, elle est très très riche elle est ouais, très scientifiquement non, mais structurée, quoi. il s'agit en aucun cas de prétendre qu'on va pouvoir tout modéliser, hein. C'est juste totalement idiot d'imaginer que c'est ça que prônent les systémiciens. Voilà, peut-être qu'il y a quelques fous qui le prônent, mais c'est pas moi en tout cas. Non, alors bon, il y a plein de choses à dire dans ce que vous dites. Effectivement, alors l'apport de la cybernétique, c'est surtout dans l'histoire des rétroactions au sein du système. Et effectivement, qu'est-ce que c'est que la systémique? Eh ben, c'est l'étude des systèmes dynamiques complexes. Alors, il y a différentes choses, hein, il y a différentes approches. Alors déjà, je précise que c'est pas de la systémie, qui est encore autre chose. Souvent, les gens disent systémie, hein. C'est autre chose, la systémie. C'est plutôt dans le registre médical ou psychologique. La systémie, c'est autre chose. Il y a peut-être des liens conceptuels, mais c'est autre chose. Donc, on parle bien de la systémique. On parle pas non plus de la systématique, qui n'a rien à voir. Ça, c'est la classification des espèces, et je sais pas exactement, c'est totalement un champ différent. Et des fois, on dit le systémisme, mais c'est pas très usité, le mot existe. Voilà, donc moi, on parle de la systémique. La systémique, déjà, on peut dire qu'il y a plusieurs grands courants. Il n'y en a pas qu'un. Et moi, je suis passé, à la base, étant ingénieur, ayant été formé en cela, je suis passé par la modélisation des systèmes, voilà, et en faisant de la dynamique des systèmes, comme les travaux Meadows et compagnie. Mais d'ailleurs dont je n'ai appris l'existence qu'après mes études d'ingénieur. On ne l'avait pas étudié pendant mes études d'ingénieur. Et effectivement, voilà, là c'est des maths, de la physique et de l'informatique, quoi. Et ça a sa limite. Et surtout, c'est pas parce qu'on fait de la systémique que c'est pertinent. Ça dépend déjà à quel ce qu'on essaye d'envisager comme type de scénario. Donc, qui commandite l'étude, c'est quoi le but, c'est quoi les paramètres qu'on veut observer, etc. C'est quoi les enjeux auxquels on s'attaque, et puis surtout, c'est quoi le système, quoi. Alors moi, j'ai fait de la modélisation d'éléments, d'objets, pour apprendre au début, d'éléments d'un système de propulsion, parce que j'étais ingénieur en astronautique, et également, j'ai modélisé des plasmas et des fluides. Bon, on s'en fout, je veux dire, donc ça ne m'a pas passionné, en fait. J'ai eu conscience que c'était un outil intéressant, mais ça ne m'a pas passionné. Mais plus tard, quand j'y suis revenu, des années plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'outils très intéressants, mais j'ai largement dépassé ça, cette approche dynamique des systèmes qu'on a dans le rapport Meadows. On a également une approche à la française, avec des gens comme Jean-Louis Lemoigne et Edgar Morin, sur la pensée complexe, qui est une pensée proche de la systémique, avec beaucoup de points communs, qui à certains égards va même encore un peu plus loin d'ailleurs, en tout cas c'est l'ambition, mais qui reste un peu abstraite à mes yeux, mais c'est passionnant. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que c'est quand même compliqué. Et puis après, j'ai découvert plus tard l'école de Palo Alto aux États-Unis, avec une approche de la systémique. Quand j'ai vu ça au début, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et j'ai vu que c'était une histoire de thérapie psychologique. Et je me suis dit, non, bon, rien à voir, etc. Et puis finalement, on m'a quand même plusieurs fois dit, mais si, il faut que tu regardes Palo Alto. Alors j'ai fini quand même par me plonger dedans. Et effectivement, l'objet d'étude est totalement différent, mais l'approche et les logiques et les réflexes de pensée sont assez similaires. On est sur les mêmes... Voilà, typiquement, on va faire de la psychologie, mais en considérant qu'un individu n'est jamais un individu, il est dans un système dynamique, en interaction avec son environnement, les autres personnes, etc. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Et bon, bref, et de manière générale, ouais, la systémique, c'est considérer qu'on a des systèmes et des sous-systèmes qui sont en interaction les uns avec les autres, avec des phénomènes et avec des dynamiques. Et c'est interactionniste, et c'est dynamique, pas statique. Alors typiquement, un systémicien, un bon systémicien, il va pas raisonner en mode problème-solution. Voilà. Et j'ai pas dit qu'il y avait pas quelque part dans les choses où il y a un problème là, hop, petite solution, un petit patch entre guillemets, et c'est bon. Oui, il y a plein de cas comme ça. Quand je dis ça, une fois de plus, je sais que je peux sembler dénigrant, style c'est tout petit, c'est de la merde. Non, attention, il peut y avoir des gros problèmes, des gros enjeux très forts, mais qui restent des sous-systèmes de sous-systèmes. Et comme je le dirai peut-être après, et comme je le dis dans mes conférences, l'enjeu climatique, par exemple, c'est un des plus graves de tous, hein, attention, hein. Mais ça reste un sous-enjeu d'un sous-système. Et on ne capture pas, parce que moi, donc, du coup, j'applique la systémique, pas, maintenant, c'est plus un plasma ou un objet, mais j'essaie de l'appliquer aux grands enjeux de notre temps, les grandes dynamiques de soutenabilité et d'habitabilité de la Terre. Et au niveau du méta ou du supra-système dynamique complexe, qui est constitué à la fois du système Terre, là où il y a de la vie sur Terre, voilà, et de l'anthroposphère, la sphère humaine, etc., les sociétés humaines. Et c'est l'intégration de tout ça. Mais je vais y revenir juste après, parce qu'une fois de plus, il ne s'agit pas d'imaginer qu'on pourrait modéliser tout ça. Ça n'a pas de sens.
Ce que je C'est voulais- quand ce que- même une ambition un peu chez certains collapsologues, oui, de dire Ouais. on peut appréhender tout le vivant par ces modélisations-là. J'en connais pas tant que ça, moi, hein, qui dit ça. Mais après, c'est pas comme si je connaissais la sphère collapsologue si bien que ça. Hein. Hmm. J'y ai été dedans, j'ai été forcément intégré à cette sphère, happé à l'intérieur. Et je connais plein de gens, et très honnêtement, je pense qu'il y a un nombre de HPI chez les collapsologues supérieur largement à la population normale. Les gens qui s'intéressent à ça, pas tous, mais il y en a beaucoup, qui ont quand même un très très gros niveau sur beaucoup de sujets, qui ont creusé des choses, qui ont un niveau de connaissance sur beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines qui est très, très clairement supérieur. On va Mais- peut-être oui. le préciser, collapsologue spécialiste de la Alors, on science va de le dire, je vais l'effondrement, le dire, ce que je on n'avais va même pas le dit dire. depuis le début, mais voilà. Ouais. On va le dire juste après. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on connaît beaucoup de choses que pour autant on sait gérer cette information d'une manière équilibrée en matière de conclusion, en matière également de réaction psychologique. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient la liste de tout ce qui va mal, bon ben ça y est, c'est fini, c'est Mad Max quoi. Voilà. Non, c'est plus complexe, c'est plus subtil que ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas et je ne veux pas être affilié à, en tout cas pas bêtement et directement comme ça, simplistiquement à la collapsologie. Attends, avant d'y revenir, on va y venir. Juste une dernière phrase que je voulais dire, c'est que lorsqu'on regarde la systémique appliquée à ces grands enjeux, eh ben, ce que l'on voit, c'est que ce que ça permet de comprendre, c'est que on n'a pas compris les grands enjeux de notre temps dans la systémique, de manière systémique. C'est pas cohérent d'un point de vue de la systémique. Aujourd'hui, on a plein d'experts et plein de scientifiques, pour la plupart très bons, qui nous font des constats de leur partie à eux, et on pêche, fait une erreur méthodologique majeure en imaginant qu'il suffirait d'en inviter plein et d'avoir plein de points de vue de plein de tous les gens, et puis on aurait bien compris le monde et les enjeux. Non, c'est faux. Et comme, en plus, dans les médias et dans les tables rondes, débats, événements, quand on invite comme ça des spécialistes ou des scientifiques, très rapidement, on peut pas rester sur les problèmes. Donc la question arrive, c'est bon, et les solutions, c'est quoi? Et que les gens ont réfléchi à des solutions dans leur silo disciplinaire. Chacun a des préconisations à formuler, et on imagine que la somme de ces préconisations, si jamais on les mettait en place, on en est loin, mais si jamais, ben on aurait résolu les grands problèmes du monde. Et c'est totalement faux. Et la systémique permet de le comprendre et permet de recaractériser les enjeux d'une manière radicalement différente. En systémique, on n'est pas simpliste, entre guillemets, sur problème-solution. Souvent, les solutions créent leurs propres problèmes. C'est plus complexe que ça. C'est des interactions en permanence. On ne fait pas non plus cause-conséquence. Ça n'a pas grand sens, parce que souvent les conséquences rétroagissent de façon diffuse ou directe sur les causes. Ce sont des interactions avec des boucles de rétroaction, avec des effets de seuil, des effets de retard, des effets non linéaires, et la systémique n'a pas pour prétention, enfin les modélisations dynamiques des systèmes, celles de Meadows et compagnie, n'a pas prétention de dire ce qui va arriver. Elle a prétention de dire si on a modélisé comme ci, comme ça le système, et on en a conclu que si on faisait bouger en entrée tel et tel paramètre, en sortie, voilà le comportement du système qu'on observe. C'est ça, c'est tout. Et quand on dit qu'ils ont fait des scénarios, ils en ont fait 12 et puis même un 13e par la suite, mais dans des rééditions suivantes. Bon bref, les scénarios ne consistent pas à dire voilà ce qui va se passer. Les scénarios, c'est et si il se passe ça en entrée. Et après, on voit ben voilà comment le système va réagir. Donc Et input, ça c'est ce genre de fonction, input, output, ça je... Oui. Oui. C'est On une met boîte une noire, donnée, c'est selon une la boîte donnée qu'on noire. rentre, ok. Voilà. Et donc effectivement, ils ont fait une modélisation qui était excessivement simpliste. Ils ont modélisé le système Terre avec 6 paramètres. C'est presque ridicule, quoi. Ouais, sauf que force est de reconnaître qu'ils étaient tellement forts et qu'ils ont fait un paramétrage tellement fin de ces 6 paramètres-là que quand on regarde plus de 50 ans après l'évolution des courbes réelles, avec les données réelles du monde réel, ça tient la route, quoi, leur système. Et ce qu'on voit, c'est que il y en a 2 sur tout scénario qui sont proches de ce qui s'est passé. A priori, le plus proche de tous, c'est celui qu'on appelle BAU2, Business as Usual 2, mais bon, ça, je vous laisserai aller regarder si vous voulez. C'est à la fois, donc, le rapport Meadows, Limits to Growth, et c'est également la mise à jour, ou ouais, on va dire ça comme ça, plus récente, 2020 ou 2021, de Gaia Harrington, une américaine très brillante, qui a publié là-dessus. Bon, voilà, tout ça. Par contre, là, l'erreur méthodologique majeure est la suivante. Aujourd'hui, comme je disais, on a des problèmes, on a un monde, on a des choses qui se passent, des phénomènes. On a ensuite, et là, la science.
Et la science, attention, hein, mais moi, qu'on soit clair, on m'accuse des fois d'être anti-science, je te jure, hein, on m'accuse, alors que non, c'est pas possible de me dire un truc pareil. Voilà, moi, je suis un puriste presque de la méthode scientifique. Donc la méthode scientifique est ce que l'on a de mieux, même si elle a ses limites et elle a des dérives aussi, mais c'est ce qu'on a de mieux pour essayer de comprendre le monde. Ou en tout cas, attention, essayer de comprendre certaines parties du monde. Parce que finalement, les grands scientifiques sont quasiment tous hyper spécialisés. Donc chacun va étudier sa partie. La méthode scientifique permet dans chacune des parties de créer de la connaissance. C'est très bien. Et là, je n'ai rien à dire, quoi. Mais ensuite, le problème, c'est qu'on agrège ces connaissances. On dit, voilà, dans tel et tel et tel et tel et tel champ, voilà toutes les connaissances. Et ensuite, on dit, bon, alors c'est quoi les solutions? Et directement, on passe à la phase, on fait quoi? Ben non, ce ne sont pas des données de sortie, les connaissances scientifiques, qui devraient ensuite être utilisées pour trouver les solutions. Ce devraient être des données d'entrée d'une autre phase ensuite, qui serait la systémique. On vit dans un système dynamique complexe, quoi. Comment ose-t-on imaginer 3 secondes qu'on pourrait y voir clair sur ce qui se passe et ce qu'on pourrait faire, sans faire de la systémique, qui est la science pour étudier les systèmes dynamiques complexes? Et quand même elle n'est pas parfaite, il faut quand même une brique, quoi. Il faut au moins essayer. Et là, oui, on peut pas tout modéliser, mais la systémique apporte des clés de compréhension qui permettent d'éliminer certaines fausses idées, de savoir les natures de leviers qui ont une chance de fonctionner ou pas, et de définir certains grands principes ou grandes directions générales. Ça permet pas d'aller dans des choses fines, mais ça permet de savoir tout de suite que tel et tel truc, ça n'a aucune chance de résoudre les problèmes que ça prétend résoudre. Donc ça permet d'éliminer pas mal de choses. Voilà, on devrait passer par cette boîte systémique, aussi incomplète et imparfaite soit-elle, pour ensuite, éventuellement, pouvoir en déduire des réponses, et on ne fait pas ça. Cette brique élémentaire manque, donc on se trompe. On se trompe phénoménalement. Peut-être que je peux vous... Et puis il y avait la collapsologie après. Oui, avant de venir à la collapsologie, c'est par exemple ce que vous reprochez, entre guillemets, et d'ailleurs je crois que Jean-Baptiste Fressos reproche également, à une partie des rédacteurs du GIEC, à savoir d'être dans une approche techno-solutionniste, voilà, c'est-à-dire à savoir la technique a créé en gros le désastre climatique, écosystémique général, et du coup la technique va nous en perdre de résoudre ce problème-là. Et une partie des rédacteurs du GIEC, je crois la partie 3, vous me direz, aurait cette approche-là, même si c'est un peu plus, puisqu'il y a aussi les industries du gaz et du pétrole dedans qui participeraient, auraient une forme de lobby sur des solutions proposées. Là, je m'aventure un peu sur un domaine que je ne maîtrise pas. Mais et vous reprochez également à ceux qui sont chargés de rédiger des solutions, d'être en gros, d'être des économistes classiques, quoi, en gros. Ouais, néoclassique, pardon, excusez-moi. Néoclassique. Ouais, alors, bon, ok, c'est pas tout à fait ça, mais c'est proche. C'est plutôt pas mal résumé, mais avec des subtilités importantes à injecter par-ci, par-là. Alors déjà, moi, j'ai pas assisté et j'ai pas regardé. Je vais le faire. J'ai envie de le faire, mais j'ai pas trouvé le temps pour l'instant. Le fameux échange entre François Gemène et Jean-Baptiste Fressos. Sur France Inter, du coup. Bon, voilà. Je vois à peu près, de toute façon, les positionnements des deux. Et je sais à peu près, je ne vais pas tout exprimer, les points de désaccord que je peux avoir avec l'un ou avec l'autre. Et en même temps, je reconnais une expertise aux deux différente sur des champs différents. Jean-Baptiste Fressos, je trouve qu'il apporte une critique intéressante, et je trouve qu'il y a un problème de manière générale avec l'incapacité à entendre les critiques. Et une espèce de raccourci qui est fait par certains, de plus en plus, hein, une espèce de doxa ou de pensée unique de la transition qui ferait que si tu critiques la transition ou si tu évoques ses limites ou le fait qu'elle serait pas à la hauteur pour ceci, cela, ou qu'elle marcherait pas, ou qu'elle pourrait ne pas marcher, tout ça, bidule, tu serais un ennemi de la transition. Bizarre, non? Alors, moi, je suis pas un ennemi de la transition. J'arrête pas de dire qu'elle est vitale. Si elle est bien faite, hein, avec les bons arbitrages, elle est vitale. Mais qu'elle suffira pas. Mais qu'elle ne suffira pas. Parce qu'on change pas le système. On en fait une version moins nocive, mais on ne change pas le système. Et les gens qui pensent qu'on peut tout résoudre par là n'ont pas compris la systémique. Bon, bref, après, c'est un grand débat. Donc au final, la critique là, formulée par Fressos sur le fait qu'il y aurait un biais technosolutionniste dans les solutions préconisées par le GIEC, ben, je suis un peu enquiquiné avec ça. Parce que je pense que c'est vrai, mais pas bien formulé. Je ne pense pas, mais je peux me tromper, parce que je ne l'ai pas étudié aussi profondément que Fressos manifestement l'a fait. Donc, mon avis quand même, a priori, sur cette question, c'est que on ne peut pas accuser le GIEC lui-même d'être plus orienté comme ci ou comme ça, parce que le GIEC, il fait des synthèses. J'ai presque envie de dire, ils n'ont pas beaucoup d'avis. Ils ne font que la synthèse.
Ouais, sauf que les synthèses sont biaisées parce que le corpus de départ est biaisé. Il est biaisé parce que la plupart des recherches vont vers l'innovation technique. Et donc, quand tu fais ensuite une synthèse de tout ça, forcément, il y a un biais énorme. Mais le biais, il est déjà en amont largement avant d'arriver jusqu'au GIEC. Et c'est le monde entier qui à ce moment-là, qu'on peut remettre en question. C'est une espèce d'idéologie largement partagée, techniciste et techno-solutionniste, et même solutionniste. Hein, cette approche problème-solution, 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 qui peut ne pas fonctionner. Je donne un exemple, tiens, de ça. Pourquoi c'est dangereux, l'approche problème-solution? Parce que beaucoup de gens diront, oui, ok, écoute, Keller, fais ta systémique si tu veux, mais ne nous empêche pas, à nous, ce que je ne fais pas, je n'empêche personne, mais bon, il y en a qui disent, ne nous empêche pas, à nous, à travailler sur des solutions concrètes. Ok, d'accord, mais je prends souvent un exemple dans mes conférences, ou d'ailleurs un ou deux. Il y a des gens, par exemple, au Bangladesh, depuis maintenant quelques années, qui, les uns après les autres, des agriculteurs qui mettent, on va dire, la clé sous la porte, mais enfin, c'est beaucoup plus grave pour la plupart d'entre eux. Il y en a beaucoup qui se suicident, etc., parce qu'ils n'ont pas de possibilité de faire autre chose. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont agriculteurs au Bangladesh, et ailleurs, mais Bangladesh est particulièrement tendu pour ça, qui partent pourquoi? Parce que ils produisent des choses, et ils ont besoin à un certain moment de l'année d'eau. Et il se trouve que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'au milieu des années 2000 par exemple, à quelques années près, ils avaient toute l'eau qu'il leur fallait à certains moments de l'année grâce aux moussons. Sauf que le régime des moussons a été sévèrement impacté par le changement climatique, que ce n'est plus du tout fiable, et qu'il y a des moments et plusieurs années de suite des fois où ils ont besoin d'eau à un moment clé, ils n'en ont pas. Et là, c'est fini pour eux, ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent des puits. Et ils vont chercher de l'eau qui est dans les aquifères. Et qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent continuer leur activité. Ça y est, ils ont une solution. Ouais, sauf qu'au bout de 5, 10, au mieux 15 ans, à force que tout le monde pompe, parce qu'évidemment il n'y en a pas qu'un, il y en a plein qui le font, à force que tout le monde pompe, ça vide les aquifères. Du coup, il y a un front, il y a un gradient de pression qui se crée. Il y a en plus l'océan qui monte un tout petit peu, mais qui fait qu'il y a un appel d'eau salée qui passe par en dessous, par les sols. Il y a un front de salinisation qui se crée. La nappe devient peu à peu saumâtre, elle se salinise. Et en surface, tu injectes de l'eau qui au début est un petit peu salée, puis un peu plus, et au bout de 15 ans, ton sol, il se dégrade à une telle vitesse que non seulement toi, tu es rendu au même point que 15 années plus tôt ou 10 années plus tôt, tu dois arrêter, tu peux plus rien produire, mais alors en plus, c'est qu'il n'y a plus de rebond possible. Ton sol, il se désertifie, tu peux plus rien faire. C'est une catastrophe. Et là, on est dans le paradoxe de certaines solutions. Si tu raisonnes en mode problème-solution, plus d'eau, puis, voilà, typiquement, quoi. Le puits est une solution. Mais, et nous, dans notre société, on a le même problème. On fait les deux mêmes erreurs, j'ai envie de dire, que cette personne. Enfin, je ne jette pas la pierre à un Bangladais qui n'a pas forcément beaucoup de chance. Il ne peut pas forcément facilement se recycler comme data scientist. Mais le truc, c'est que, voilà, on fait les deux mêmes erreurs. La première erreur, c'est que on cherche pas à changer. On cherche à se maintenir. Donc, quand il y a un problème, on cherche une solution. Mais la plupart des solutions sont des solutions pour maintenir le système. Il y a un système qui fonctionne, d'un seul coup, il y a un dysfonctionnement. Il faut régler ce dysfonctionnement pour qu'on puisse continuer. On ne veut pas remettre en question ce qu'on fait. Éventuellement, on veut bien des aménagements sur comment on le fait. On ne veut pas remettre en question ce qu'on fait. Le système ne change pas. Donc, même problème. Ce monsieur ne s'est pas dit, quand il a été confronté à une rupture de l'eau, il faut que je fasse autre chose. Il a dit, comment je fais? Est-ce que j'ai une solution pour continuer? Un puits. Deuxième problème, c'est qu'évidemment, c'est en silo, donc on n'a pas la cohérence systémique, on ne sait pas avec quoi ça interagit en amont et en aval, et en raisonnant en silo, on se plante. Et je pense qu'un certain nombre, je pense beaucoup, des solutions qui nous sont présentées comme telles aujourd'hui, par manque de systémique et par manque de volonté de mettre en question, fait que si ça marche, ça résoudra des problèmes temporairement et localement, et puis si ça risque à plus long terme d'être fatal, en fait. Donc, voilà, le problème du solutionnisme, il est extrêmement présent. Et donc, le biais, pour revenir et terminer là-dessus, le biais du GIEC ou pas, de manière générale, il est là-dessus. Mais pour moi, c'est pas le GIEC spécifiquement. Voilà, ça, il faut bien le... Et ouais, les humains, surtout dans cette société techno-fétichiste, on pourrait dire, où on fait de l'innovation, on est tellement fort. Enfin, l'innovation, en fait, on ne voit pas à quel point on joue avec cette innovation, en tout cas 99 fois sur 100, à des niveaux et avec des leviers qui sont d'un rang ou de deux rangs inférieurs à là où on devrait jouer pour que ça change quelque chose fondamentalement au comportement du système et à ses implications. Voilà. Et alors justement, ce que vous disiez, c'est-à-dire que
le fait de résoudre d'une certaine manière que le symptôme, c'est-à-dire de rester focalisé sur le symptôme, fait que vous avez résolu le problème dans une temporalité plus ou moins longue, et d'une certaine manière, le problème disons, le système se reconfigure, donc d'une certaine manière, le problème peut réapparaître sous une autre forme. Ouais. À force de faire ça, on arrive justement à ces fameux points de bascule que vous évoquez. Est-ce que c'est ça justement, ce moment où en fait le point de bascule fait que le système s'est effondré d'une certaine manière, on ne peut pas revenir en arrière? Est-ce que je résume plus ou moins ce que justement l'approche systémique permet de mieux comprendre? Alors effectivement, cette notion de point de bascule, elle est extrêmement importante. C'est pas la seule, hein, il y en a plein d'autres, mais plein de points de bascule, oui, il y en a, forcément. Et le truc est le suivant, c'est qu'on ne sait pas. On peut, pas pour tout, mais pour pas mal de choses, on peut savoir que tel ou tel point de bascule à tel endroit du système est probable, voire est inéluctable. Mais savoir quand vraiment il va se produire en amont, hein, par anticipation, savoir comment ça va se produire, à quelle vitesse, est-ce que ça va entraîner derrière, les effets cascades et les machins, ça c'est quand même assez compliqué. Hein. On sait qu'il faut faire attention. Moi j'ai une posture d'expert des risques, de gestionnaire de risque. Le gestionnaire de risque n'a pas besoin de démontrer qu'une crise ou quoi que ce soit, une rupture, une cassure dans le système va se produire. Il suffit de démontrer qu'elle peut se produire. Et donc, moi, j'ai pas besoin de démontrer que on va vivre des ruptures sociétales, paradigmatiques, la fin d'une ère, de l'abondance, pour rentrer dans l'ère du toujours moins, et du coup que ça va faire exploser notre modèle économique et le modèle social qui est adossé à ce modèle économique, et avec des enjeux absolument majeurs et inédits dans l'histoire de l'humanité. Pas besoin de prouver que ça va se passer. Qui pourrait avoir le systémicien ou pas, l'outrecuidance de dire voilà ce qui va se passer? Non, non, moi simplement je pointe et je ne crée rien. Alors, en l'occurrence, hein, sur ce champ-là, je regarde un certain nombre d'études extrêmement sérieuses, de données, de dynamiques, d'évolution, de grandes tendances, et je me dis bon, il est plus que plausible que ça puisse se produire. Voilà. Et donc du coup, on n'a pas le droit de ne pas s'y préparer. On n'attend pas que le bateau soit en train de couler pour réfléchir à l'équiper en canot de sauvetage, quoi. Donc il faut des plans B qui continueront à nous permettre de vivre ensemble dans des bonnes conditions, en répondant aux besoins essentiels, en nous permettant également de vivre ensemble, si possible de manière apaisée, tout ça, sans détruire la nature si possible, quand même aussi au passage. Et tout ça, on peut envisager qu'il faut commencer à poser les bases au moins de tout ça en anticipation avant, parce que ça ne s'organisera pas dans la panique au moment où ça va basculer, si jamais ça bascule. Voilà. C'est tout ça pour dire que ma posture, c'est pas qu'une posture de systémicien, c'est une posture d'expert. J'ai pas dit, je me présente pas comme un expert de la systémique, mais comme un expert des risques systémiques. Et c'est très spécifique, quoi. Donc avec vraiment une posture de gestionnaire de risque. Et aujourd'hui, non, il est tout à fait objectivement et officiellement, j'ai presque envie de dire, académiquement même, c'est objectif que ces risques-là sont plausibles. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut s'y préparer. Comment se fait-il qu'on s'y prépare pas? Les implications sont telles que ça n'a aucun sens. C'est vraiment irresponsable. Alors, pour finir sur cette histoire de point de bascule, on est effectivement dans une configuration où, voilà, on est en train d'en passer. Certains sont clairs, déjà passés, déjà identifiés. D'autres sont plus flous. Certains sont futurs, d'autres sont peut-être en cours de dépassement, en cours de bascule. On ne sait pas trop. Lesquels, par exemple, pour juste Écoute, illustrer rien que sur le climat, il y a des études qui existent avec la liste des tipping points du système climatique, dans des points de bascule du système climatique au niveau planétaire. Si vous faites ça, vous faites point de bascule ou tipping points, climate ou climat, machin, vous trouverez déjà pas mal d'études et de cartographie ou d'infographie qui sont pas mal faites pour certaines là-dessus. Et voilà. Et par exemple, en ce moment, certains disent on est en train de passer un point de bascule dans la fonte de la cryosphère, c'est-à-dire la fonte des glaces, hein, grosso modo. Certains disent que il y a des points de bascule qui seraient peut-être en train d'être passés également du côté du cycle de certains cycles biogéochimiques, certains cycles de certains nutriments, notamment le phosphore et l'azote. Certains parlent de tipping points également pour la pollution à certains endroits, qui rendrait les sols, par exemple, totalement... Et la destruction des sols, hein, de manière générale, c'est absolument catastrophique au niveau mondial, par l'agriculture essentiellement, et par notre surconsommation de produits carnés au niveau mondial. Je ne donne pas des leçons, hein. Je sais que c'est très sensible, ça. Je dis juste ce qui est, quoi. Donc voilà, les tipping points, il y en a plein, il y en a qui sont clairement en train d'être passés, d'autres on verra bien, d'autres on ne sait pas. Mais on sait que la dynamique générale, sans pouvoir être précis, la dynamique générale, c'est qu'on va en passer, et que comme ils sont liés les uns aux autres, à mesure qu'on continue sur cette lancée sans se reprendre, sans se ressaisir, non seulement on va en passer,
mais on va en passer de plus en plus, et de plus en plus vite. Il risque d'y avoir un effet cascade, un effet d'entraînement, et voilà. Et après, dans ces tipping points, il y a aussi, il faut faire attention. Par exemple, les limites planétaires, est-ce que ce sont vraiment des tipping points? Je ne sais pas. On peut adresser une critique, plusieurs d'ailleurs, mais ça reste une excellente étude, je trouve. D'ailleurs, c'est pas une étude, c'est un ensemble d'études qui sont rassemblées au sein d'une même publication ou d'un même cadre méthodologique. Les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est un cadre intéressant, donc. Sauf que voilà, on nous dit, à la base, y a-t-il des limites, existe-t-il des limites qu'il ne faut pas dépasser sous réserve potentiellement de compromettre l'habitabilité de la planète Terre, des choses quand même très graves. On lui dit, bah si, il y a 9 limites à pas dépasser. Et là, aujourd'hui, on sait qu'officiellement, d'après les données dont on dispose, on évalue que sur ces 9 limites à ne surtout pas dépasser, on en a déjà dépassé 7. Et ça s'effondre pas. Il y a un côté dangereux dans la communication, dans l'outil lui-même, mais dans la communication. Dire, oh là là, on a déjà dépassé 7 limites. J'ai rien vu, moi. Ah, ben c'est tout alors? Oh, ben c'est pas si grave. Tu vois, c'est dangereux, faut faire attention. Donc, les effets sont très diffus. Et quand on parle de choses aussi vastes qu'un système climatique ou qu'une biosphère ou des océans, etc., les pas de temps n'ont rien à voir avec l'actu. Les pas de temps, c'est des pas de temps sur des décennies et même pour certaines choses, des siècles. Et donc, ça dépend de quoi on parle. Et si je dis ça, tout de suite, les gens disent « Oh, ben c'est bon. Oh, ben si c'est dans des décennies et des siècles, alors. » Et là, par exemple, on a des mauvaises communications, selon moi, des mauvais messages qui sont faits passer. La limite planétaire, très intéressant, mais tout fixé là-dessus, attention, parce que ça peut être mal interprété. Bon. Mais pareil, lorsque, par exemple, j'entends des climatologues, dont je ne remets pas en question la grande compétence, c'est pas le sujet, mais quand j'entends des climatologues nous dire, par exemple, si ça continue comme ça, à la fin du siècle, on va avoir 10 fois plus de canicules en France. Mais c'est probablement vrai. Je leur fais confiance pour la modélisation, probablement, voilà, sans doute. Et qu'est-ce qu'on en a à cirer du fait qu'en 2100, il y aura 10 fois plus de canicules? Oui, forcément, la personne qui écoute se dit, bah, on mettra plus sa clim, par exemple. Il se dit, Alors, ça peut être ça peut être 2100, je m'en fous. Ça peut être aussi que les canicules, c'est juste des problèmes limités dans l'espace et dans le temps. C'est des crises passagères, il y aura une canicule là. Bon, ok, il y a des vieux qui vont crever, quoi. Et ça remet pas en question nos modèles de société, non? Ouais, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Quand même, c'est vrai, c'est pas la question. C'est vrai, mais c'est pas pertinent. C'est pas ça le message qu'il faut faire passer. Si on continue sur cette piste, sur cette lancée, on va avoir, dès les années 50, des températures quasiment chaque année, dans beaucoup de lieux, qui vont dépasser les 50 degrés pendant quelques jours, voire dans le pire des cas, peut-être quelques semaines. Et ça, une année, peut-être ça passe. 2 années de suite ou 3 années de suite, déjà c'est compliqué, mais plus, c'est fini. Les arbres n'y résistent pas, les forêts n'y résistent pas, les agrosystèmes n'y résistent pas, notre capacité à produire de la bouffe, c'est fini. Ce sont des effondrements sociétaux. C'est pas, oh, il y aura des cocotiers au bord de la Seine. Mais non, c'est pas ça du tout. Donc, il faut se projeter dans une logique de dynamique des systèmes, pas simplement voir l'évolution de certaines courbes, de certains paramètres, mais voir ce que ça implique par ailleurs. Ça va casser les choses. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est bien avant 2100. Bien avant. Il faut se ressaisir maintenant, vu l'hystérésis du truc. L'hystérésis, c'est le temps de réponse. C'est le décalage entre l'input et l'output. Il y a un décalage. Ça dépend, plus ou moins fort, selon ce dont on parle. Enfin bon, voilà. Donc, les modélisations, elles sont ce qu'elles sont. Mais après, il y a aussi cette couche de communication. Donc, il y a... Qu'est-ce que Jean-Baptiste Fressoz, exactement, jusqu'où il va dans sa critique? Moi, je pense qu'il y a une vraie critique de la transition écologique, énergétique. Jean-Baptiste Fressoz explique que c'est surtout une accumulation et pas une substitution. Il parle d'énergie à travers les siècles, effectivement, qu'on n'a jamais eu de transition, littéralement, mais une addition d'énergie. Je trouve que son approche est très intéressante. Notamment, il fait pas une histoire on va dire, des nouvelles technos, mais une histoire plutôt de l'appropriation de ces technos, qui n'est pas la même. Il a fallu souvent du temps pour que ça soit approprié, et ça dessine les choses un peu différemment. Je trouve ça très intéressant. Et après, tout dépend de ce qu'on regarde, parce qu'il y a des gens qui s'offusquent quand ils entendent qu'il n'y a pas eu de substitution, alors qu'il y en a eu beaucoup des substitutions. Il y en a eu des vraies, très concrètes, à plein d'endroits. Par contre, de manière agrégée au niveau planétaire, non. Quand on regarde les vraies masses et les vraies masses de chiffres et de données qu'on a, de façon agrégée, non, c'est une accumulation, effectivement, plus qu'une substitution. Il n'y a pas de transition. Alors, on va revenir sur ce point-là, mais juste avant, j'aimerais juste vous entendre sur puisque vous parlez de la canicule. Je peux revenir aux 2 points. J'y reviendrai.
J'aimerais juste revenir sur ce sujet justement de la canicule. Un économiste néoclassique vous dirait, ouais, mais on s'en fout, on a la technologie nécessaire pour ça, on va balancer dans l'atmosphère, je sais pas, tel ou tel outil. Et justement, ce dont on revient, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, pardon, ces économistes néoclassiques qui prodiguent des solutions qui, selon vous, sont, en fait, correspondent au même problème, c'est-à-dire il y a un problème, une solution, et on règle que le symptôme, quoi. Bon, ok, mais ça, c'est pour moi, ok, j'entends. Il y a une critique qu'on peut formuler sur l'économie néoclassique et le poids délirant de ces économistes néoclassiques qui sont pourtant totalement hors sol dans leur modèle de pensée, on va dire. On peut y revenir. Effectivement, on peut revenir aussi au fait qu'ils sont présents dans les groupes 2 ou 3, surtout du GIEC, et que ça pose problème selon moi. Et je vais dire, si vous voulez, on y va. Mais par contre, là, spécifiquement sur ce que vous dites, sur les néoclassiques, les économistes mainstream, en fait, nous proposent des solutions. Non, je ne pense pas que c'est à eux qu'il faille, que c'est eux qu'il faille pointer là pour distribuer un tort. Je pense pas que c'est particulièrement eux. Je pense que c'est partout. Je pense qu'en réalité, il y a un biais continuiste de principe qui est presque plus idéologique qu'autre chose, en tout cas certainement pas scientifique, qui est très présent chez les scientifiques eux-mêmes, et qui refusent de se projeter dans des idées de rupture. Parce que, je sais pas, parce qu'ils peuvent pas psychologiquement, ou parce que idéologiquement c'est pas leur truc, ou parce qu'ils considéreraient par principe que ce serait excessif. Mais prouve-le que c'est excessif alors, si vraiment, parce que rien ne dit que ça le soit. Voilà, il y a des plausibilités fortes qui existent tout de même et qui sont appuyées, étayées par un corpus de données et d'études qui est loin d'être négligeable et qui est parfaitement académiquement correct. Bon, en tout cas valable. Donc ouais, donc il y a une espèce de rejet de ça. Et puis surtout, il y a une sous-représentation des études en dynamique des systèmes dans la masse des études qui sont faites. Alors, il n'y a pas, en général, il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas des financements. Et les financements, ben, c'est qui les donne? Pourquoi? Il y a une orientation à la base sur les financements de la recherche. Et massivement, on a ben oui, plein de financements de recherche. Alors évidemment, Trump ne facilite pas les choses, mais plein de financements de recherche dans des silos. Et toujours orientés solutions. Il faut des solutions, il faut des solutions. Ah oui, d'accord. Déjà, c'est un biais terrible, un biais méthodologique terrible en entrée. Résultat des courses, quand on regarde l'ensemble de la production de contenu ou de connaissances académiques sur les différents sujets, il y a une faible représentation des données en dynamique des systèmes qui s'intéressent aux systèmes dynamiques complexes à large échelle, Terre plus anthroposphère, et qui, bon, bah, il y en a très peu. Il y en a quelques-unes très très solides, mais ça ne se retrouve pas, ça ne se retranscrit pas, ou alors c'est très marginalisé, voire invisibilisé, dans les synthèses, notamment que produisent le GIEC. Et donc il y a ce biais qui est là naturellement, parce que toutes les études qui pointent, et pourtant elles sont sérieuses et costaudes, toutes les études qui pointent dans le fait que peut-être on irait vers des points de rupture, et puis des choses quand même qui sont presque évidentes en réalité, hein, mais les gens refusent de le voir, c'est juste que on arrive à des limites de ce qu'on est capable d'extraire de la biosphère et de la lithosphère. Et que donc, alors on peut repousser cette limite encore par des investissements, par l'innovation, mais on arrive aussi au bout de cette logique-là, on touche au rendement décroissant, là, et on est en train de voir que la courbe de déplétion et la courbe de limite va bientôt, là, probablement dans le courant des années 2030, et si c'est pas le cas, ce sera 2040, va prendre le pas sur notre capacité à, malgré tout, maintenir des flux d'énergie et de matière toujours croissants. Et donc ça va aller vers la... Donc toutes ces données, si vous voulez, on peut s'appuyer dessus. Mais au final, comme ce n'est pas fait, on se retrouve avec des propositions dans le champ scientifique qui ne remettent pas en question le système. Et finalement, il y a une posture de pourquoi remettrait-on fondamentalement en question le système? Il y a une croyance que ce système pourrait continuer moyennant pas mal de changements au sein du système, moyennant des décisions, des ajustements, des aménagements, tout ça du système. Mais que la liste et la somme des solutions pourrait finalement se permettre de s'en sortir. Mais par contre, on ne remet pas en question le côté croissanciste, on ne remet pas en question le côté productiviste, le côté industrialiste, Il y a même dans les objectifs du développement durable une notion de industrialisation durable. Définis-moi ça, s'il te plaît. Bon, qu'on ait des compromis et des arbitrages à faire, bien sûr, hein, ce ne sera jamais parfait.
Mais bon, c'est un peu... Il y a beaucoup de pensées magiques de ce qu'on pourrait faire. Bon, et ça, c'est un des a priori qui sont très présents. Alors voilà, vous dites, les économistes néoclassiques nous proposent des solutions, mais c'est pas eux qui proposent des solutions, c'est tout le monde qui a envie de proposer des solutions. C'est la société, c'est les journalistes qui demandent les solutions. Ce sont les attentes de la société. Les politiciens exigent ça. Les entreprises essaient de bosser là-dessus, celles qui s'investissent évidemment sur les sujets. C'est ça que l'on finance dans la recherche. Et au final, le problème, il est systémique, là encore. Il y a un problème systémique d'un biais, effectivement, d'un biais qui représente les valeurs de cette société. Un biais techniciste, un biais solutionniste, et on manque totalement d'une approche systémique cohérente, ce qui fait qu'on passe, selon quelqu'un comme moi, on passe, je suis pas le seul, à côté de l'essentiel. Ouais, alors, dans ce cas-là, je me projette. S'il s'agit de changer de système... Pardon. Sur la collapsologie, peut-être jouer un mot là-dessus. Un truc, et collapsologie. Un truc. Certaines personnes peuvent penser que je suis un puriste. Dans le sens où, oui, il est bien gentil, effectivement, dans l'absolu, il faudrait de la systémique partout, ça serait mieux. Sauf qu'on ne sait pas le faire, donc soyons concrets, quoi. Au moins, on fait des choses concrètes. Il y a des gens qui justifieraient de faire ce qu'il ne faut pas, enfin, il ne faut pas, je n'ai pas dit qu'il fallait pas, je me suis trompé, je vais trop loin quand je dis qu'il ne faut pas, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est présenter comme des solutions des choses qui ne résolvent rien, qui sont juste des leviers pour limiter la casse, ou pour s'adapter, éventuellement. Il en faut, c'est important. La transition, ou les transitions, ça rentre là-dedans, c'est important. C'est même vital, hein. Et par contre, présenter ça comme des solutions, ben, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que si tu vas voir un docteur et qu'il te dit que tu as une maladie grave, ça fait pas plaisir. Mais s'il te dit juste après, mais on a des solutions, on va pouvoir vous guérir, c'est la maladie qui est grave, pas la situation. Bon, ben voilà. Et là, on est à force d'aller sur les solutions, ben, on dit aux gens, attendez, c'est grave, le climat, le machin et tout, mais voilà les solutions. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la plupart des gens? Ah, il y a encore des solutions, donc c'est pas catastrophique, quoi. C'est pas désespéré. Et ça, c'est ce qui se passe dans la tête également des décideurs. Pas désespéré. Et donc dire que tous les messages ont été passés aux décideurs, ils savent, ils ont compris, et malgré tout, ils n'agissent pas, donc ils nous prennent pour des cons, ben seulement la deuxième partie de la phrase est vraie. Ouais, ils nous prennent sans doute un peu pour des cons, et c'est pas, s'ils savaient tout, c'est pas pour ça qu'ils feraient ce qu'il faut. Mais par contre, on peut pas dire, les messages leur ont été bien passés. Non, c'est pas vrai. La notion et les implications, les enjeux sociétaux et même civilisationnels qui sont derrière, et planétaires, ne sont pas conscientisés parce qu'on reste en silo et en problème-solution. Il y a encore des solutions. C'est un grave problème. Et c'est pas, pour le coup, les économistes néoclassiques qui sont à la source de ce problème. Je dis juste très rapidement sur ma critique des néoclassiques et leur présence dans les travaux du GIEC. Effectivement, moi, les travaux du GIEC, il y a la partie état des lieux de la science climatique. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Peut-être qu'il y a des petites erreurs, des petites imperfections, et puis on ne sait pas tout, quoi. Mais attendez, c'est magistral, quoi. Ça force le respect. À la fois le travail, ce qui est produit, la somme des connaissances accumulées et la manière de faire, tout le processus qui a été mis en place, de transparence, de trucs. Non, écoute, alors franchement, moi, chapeau bas. Point. Alors, qu'on vienne pas me dire que je critique. Mais après, il y a d'autres groupes de travail qui font aussi un travail phénoménal, mais il y a un biais. Et le biais, c'est que, de la même manière que les économistes sont quasi systématiquement absolument nuls en écologie et en sciences de l'environnement, les scientifiques de l'environnement sont, pour la plupart, absolument nuls en sciences économiques. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va agréger dans des modèles socio-écologiques ou socio-économiques des pathways, on va faire des projections de différents scénarios jusqu'en 2050 ou 2070 ou 2100. Et là, ben, on va se reposer sur, comme ce sont des scénarios sociaux, écologiques ou économiques, il va y avoir évidemment toute la dimension scientifique et ce qu'on sait modéliser plus ou moins. Et ça, on sait plutôt bien le modéliser, parce que même si c'est pas parfait, les lois de la physique, on les connaît à peu près, on n'est pas mauvais quand même. Et les lois de la nature, on les connaît à peu près. Et puis là, on mélange ça avec des lois sociétales, les fonctionnements des systèmes sociaux. Alors là, ça n'a rien à voir, là. On n'est plus du tout dans des lois carrées, dans des lois rationnelles. Ce qui dirige, ce qui décide de l'orientation des grands choix, des grandes directions et comportements des sociétés humaines n'a rien à voir avec la rationalité, 9 fois sur 10. Donc c'est totalement autre chose. Et on va mélanger les deux. Et on prétend que c'est cohérent parce qu'on a agrégé les deux. Sauf que l'un est compétent dans l'autre et l'autre est incompétent dans l'un. Donc on mélange des trucs qui sont pas homogènes d'une part, mais qui sont pas compatibles en réalité.
Et on a effectivement des projections sur l'avenir qui intègrent on va dire des plus ou moins, on peut appeler ça de la prospective, mais enfin bon, des scénarios qui sont produits par des économistes néoclassiques, dont la pensée, comme je disais, est totalement hors sol, puisqu'ils considèrent qu'il n'y a pas de limite dans les ressources, par hypothèse de départ, qui considèrent, par hypothèse de départ, que pour des raisons de substituabilité des capitaux, mais ça, allez voir une conf, à la rigueur, si vous voulez mieux comprendre, on pourrait avoir, et ce serait démontré mathématiquement, attention, on pourrait avoir une croissance infinie dans un monde fini, alors que c'est complètement hors sol et abstrait. Et donc ces gens-là sont dans une idéologie totalement hors sol, et ils vont nous produire des scénarios qu'on intègre ensuite dans des modèles faits par des scientifiques qui sont très bons, enfin, plutôt très bons, je pense. Sauf que les modèles peuvent être très bons. Hein. Si tu injectes garbage en entrée, tu as garbage en sortie. Si tu injectes des choses fausses en entrée, tu auras des choses fausses en sortie. Et on intègre des choses fausses en entrée. Voilà. Donc moi, je dis juste qu'il y a un vrai gros problème dans le fait que les scientifiques, si tu veux, les vrais scientifiques, ils se permettraient pas de remettre en doute ce qui a été publié dans les revues de référence de la science, entre guillemets, économique. Et donc, ils vont agréger tout ce qui a fait l'objet d'une validation par ses pairs au sein d'une communauté. Ouais, sauf que la validation par les pairs, quand il s'agit de sciences de la nature, ou de sciences du vivant, ou de sciences physiques, c'est pas la même du tout que quand il s'agit d'économie, où les biais idéologiques sont beaucoup plus présents d'une manière générale dans les sciences humaines et sociales, mais particulièrement en économie. Et c'est pas du tout le même niveau de validation ou de validabilité, j'ai presque envie de dire. Et pourtant, qui serait-il hein, je suis climatologue. Hein, je vais pas remettre en question ce qui a été validé et publié dans des revues prestigieuses en économie. Donc on va considérer que c'est bon, on va le mettre dedans. Mais c'est hors sol, c'est totalement hors sol. Il y a quelques économistes qui sont moins cons que les autres. Mais voilà. Et donc au final, on agrège ça par incompétence, je trouve. Et c'est gravement dangereux. Je trouve, et je suis certain, que si on avait été sérieux sur ce sujet, et si on avait eu plus de gens qui étaient formés à la fois en sciences économiques et sociales, et à la fois en sciences dures, ou sciences du vivant, on aurait pu et dû, avec toute la rigueur scientifique nécessaire, débunker scientifiquement, hein, depuis longtemps, l'école néoclassique en économie, parce que c'est débunkable, parce que c'est hors sol et débile, qu'on aurait pu débunker la croissance verte, ce concept abstrait, qu'on aurait pu débunker le développement durable tel qu'il est conçu, etc. Bon. Et on n'en serait pas là. Mais les scientifiques n'ont pas voulu se mouiller dans ces questions, et donc on en est là. Alors, justement, j'aimerais revenir pour avoir une question, comment dirais-je, pragmatique. Ce changement de système, il impliquerait une décrue énergétique. Quels États vont accepter ça? Je veux dire, est-ce quels États aujourd'hui vont se dire, en sachant qu'évidemment l'énergie est directement liée à la puissance d'un État, on va en parler, mais je veux dire, les pays qui sur la planète disposent encore de ressources dans lesquelles ils peuvent taper de manière abondante, encore, lesquels vont se dire, ben moi je renonce et on en risque des crues. Est-ce que là, il n'y a pas une espèce de, comment dirais-je, de pragmatisme politique? Ah oui, pragmatisme, on peut voir ça comme ça, effectivement.